parle un excellent français. Comment m'embarrasser tout de suite. Bonsoir, merci d'être là et merci de m'avoir invité, d'avoir invité le film. Alors juste 2 mots pour vous dire un peu ce que vous allez voir. C'est un film qui raconte l'histoire d'une classe de l'école primaire d'une école publique italienne de Rome et du CP au CM2. Je vis en Italie depuis 20 ans, je suis italo-française et quand mes enfants ont commencé à aller à l'école en Italie, j'ai découvert, chose que je ne savais pas, qu'à l'école primaire, les classes restent les mêmes, les groupes consistent à faire asseoir les enfants en cercle et à leur apprendre la parole, à écouter et voilà, donc à partir de là, en observant et en participant à ces cercles, il s'est passé ce que vous allez voir. Voilà. Donc l'école, vos enfants n'y étaient plus. Non. C'est-à-dire que quand Pietro le Grand a été en classe avec Francesca, quand il a terminé son école primaire, c'est moi qui suis rentrée dans l'école, en fait, dans la classe. On a juste... Voilà, on s'est passé... C'est les enfants qui vont dans la même école que les parents, là ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse, mais disons que... à Rome, et même pas seulement à Rome, elle fait partie maintenant de ce qu'on appelle la Rete delle Scuole Aperte. Donc c'est vraiment une école qui a changé... Le réseau des écoles ouvertes. Voilà, et c'est vraiment une école qui a changé par son travail, par l'engagement qu'elle demande aux familles aussi. C'est vraiment une idée de communauté qui s'est créée et qui est devenue un point de repère pour tous ceux qui ont eu leurs enfants, pour toutes les familles qui fréquentent l'école maintenant et qui ne la fréquentent plus, mais c'est un peu devenu la place du village en fait, parce que on continue de fréquenter cet endroit, parce que la rue en face de l'école est devenue une rue piétonne et donc c'est l'endroit où les familles se retrouvent, les enfants se retrouvent le soir. Enfin bon, c'est assez particulier quand même, et ça part de là en fait, de ce que vous allez voir. Bien, donc on se retrouve d'ici 1h40 ou 45, enfin à quelques minutes près, et puis nous pourrons débattre avec Sophie de ce que vous aurez vu à ce moment-là. Bon film. Merci. C'est plein de thèmes et plein d'histoires, certaines qui sont plus privées, et c'est plein d'images de la cour. Enfin, c'est plein d'autres histoires, c'est plein d'autres films possibles. Voilà, mais c'est surtout plein d'autres histoires, je dirais. Enfin, c'est-à-dire pas d'autres histoires, mais d'histoires plus approfondies. C'est-à-dire qu'avec chaque histoire plus intime, on pourrait faire d'autres films. Mais ça n'avait pas, disons, c'était difficile naturellement de sélectionner et de trouver un équilibre entre ce qui avait un sens pour le film et ce qui risquait de devenir une exposition, une exposition intime trop. Enfin, le montage a dû être. Le montage a duré 8 mois. Donc, bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Oui, à propos et le compliment. Les parents, est-ce qu'ils étaient... Je sais pas si je vais y arriver. Oui, merci. Un moment. Voilà. Alors, je me demande, les parents, est-ce qu'ils étaient au début tout de suite d'accord que vous suiviez leurs enfants? Quelle était leur approche à ça? Et quel est leur commentaire maintenant, après 5 ans? Et les parents, ont-ils vu le résultat après 5 ans ou au fur et à mesure? Vous en avez parlé avec eux? Non, alors, déjà, les parents ont vu le résultat. Disons qu'ils ont été interpellés dans l'avant-dernière phase de montage. Mais en fait, c'est quand on a commencé, naturellement, j'avais des autorisations. Donc, mais on n'avait pas. J'avais vraiment décidé de ne pas avoir trop d'attentes en fait. Et parce que ce qu'il fallait que je trouve, c'était un mécanisme qui puisse faire en sorte que les enfants ne perçoivent pas, et moi-même d'ailleurs,
qu'on perçoive pas la caméra comme un obstacle, mais comme un instrument justement qu'on avait à disposition. Mais ça s'est fait graduellement et ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, je savais ce que je voulais pas. Je ne voulais pas un regard de haut. Je voulais pas de distance. Je voulais vraiment. Au départ, j'avais vraiment envie d'imaginer, de regarder avec leurs yeux et de découvrir le monde avec leurs yeux, avec ce qu'ils entendaient, etc. Et donc, je me disais qu'il fallait vraiment que je devienne, que je fasse partie du groupe. Mais je ne savais pas si ça allait marcher. Mais je cherchais, je ne cherchais pas précisément quelque chose. Je me disais qu'il y avait quelque chose à raconter dans la classe et dans ce qui se passait dans ces classes, mais que j'allais le découvrir avec eux en fait. Et disons que ce qu'on s'était dit, on avec la maîtresse, bon, donc j'étais toute seule, déjà j'avais pas d'équipe qui tournait avec moi, et on s'est tout de suite dit avec la maîtresse qu'il fallait se laisser un peu guider par les sensations que les enfants allaient me donner en relation à ma présence. Donc au départ, ce qu'on s'est dit avec les parents, c'est que on a parlé clairement, quoi. Enfin, je leur ai expliqué ma démarche et je leur ai expliqué aussi que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et on avait établi quelques règles de comportement et donc très simples en fait. Donc la maîtresse m'avait dit, comme c'est une maîtresse qui travaille très très bien avec les enfants, des enfants qui sont en difficulté ou qui ont des soucis, tous les nouveaux enfants qui arrivent dans cette école viennent dans cette classe. Et donc, on ne savait pas comment allait réagir. Donc, même si les parents du premier groupe, on va dire, ont tout de suite accepté, on ne savait pas si ceux qui allaient arriver ensuite auraient accepté. Donc, ce qui était clair, c'est que soit c'était tout le groupe qui participait, excusez mon français, mais des fois je bute sur les mots, donc soit c'était tout le groupe qui allait être dans le coup, soit c'était, on pouvait exclure personne, parce que ça, enfin le sens aussi du cercle, le sens du groupe, voilà. Donc on ne savait pas si le projet aurait abouti, si on aurait dû s'arrêter ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une des premières conditions qui ont aussi contribué à faire en sorte que je ne me crée pas moi-même d'attente et que je me dise vis au jour le jour et tu verras ce qui se passera par la suite. Ensuite, j'avais demandé aux parents de ne pas se mettre en contact avec moi. Donc, je les rencontrais au début de chaque année. On racontait un peu ce qui se passait, mais on leur avait juste dit, parce que je voulais vraiment pas connaître les histoires des gamins avant. Je voulais pas entendre parler de leur famille. Enfin, je voulais pas connaître leur famille. Je voulais pas connaître leur univers, si ce n'est à travers ce que eux décidaient de me raconter, et uniquement dans l'enceinte de l'école. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'être avec eux dans l'endroit de leur socialité. Enfin, en fait, c'est le Covid qui nous a obligés à changer à sortir de l'école justement. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que et donc on avait dit, si les enfants manifestent je sais pas, on dit comment on dit, un malaise ou quoi que ce soit qui est créé par ma présence, les parents n'ont qu'à en parler à la maîtresse et ensuite on en parlera. C'est jamais arrivé, si ce n'est que dans la dernière scène du Père Noël de la dernière année. Donc, parce que là, les enfants étaient vraiment bouleversés par la prise de conscience que le Père Noël n'existait sans doute pas. Donc là, il y a eu, on en a juste un peu parlé. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout s'est bien passé, mais disons que la manière de gérer tout cet espace et de gérer le film et la caméra et en fait, j'ai vraiment répondu à ce que les enfants m'envoyaient comme signaux. Par exemple, au départ, j'aurais bien aimé être présente pendant des heures de cours, pendant qu'ils apprenaient à lire ou à écrire. Et je me rendais tout de suite compte que ma présence avec la caméra était très dérangeante pour eux à ce moment-là, parce qu'ils se sentaient observés, ils se sentaient dans une performance. Enfin, ça faussait complètement, ça empêchait une relation. Alors que en allant à l'école que dans l'heure du cercle et pendant la récréation, en fin de compte,
j'avais quand même une place privilégiée pour eux parce que j'étais pas une maîtresse. Donc, j'étais pas celle qui allait les faire travailler, qui allait les noter. Et j'étais pas non plus une éducatrice, j'étais pas leurs parents, j'étais pas une tante. Enfin, j'étais vraiment une... voilà, donc je crois qu'il y a eu plusieurs choses qui ont fait que le mécanisme a marché. Et naturellement, les parents ont vu, donc ont été convoqués, mais on a là aussi, et je pense que ça fait partie du processus de la construction du film, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a abouti à un montage, qu'on y était presque, on a organisé des projections privées, c'est-à-dire que on n'a pas exposé les parents à une projection collective, mais chaque famille, chaque parent a vu le film individuellement avec moi, et donc on a pu en parler et travailler enfin réfléchir, surtout pas travailler, mais réfléchir à ce que à l'effet que ça pouvait donner de se voir exposé autant. Et en fait, ce qu'il fallait, c'est les accompagner dans l'idée qu'il ne s'agissait pas d'exposer leurs histoires personnelles en Italie, on dit pornographie émotive. Ah non, c'était pas une question de ça, c'était parce que ça devenait... Enfin, eux, c'est nous tous, quoi. Donc c'était universel, ça assumait quelque chose d'universel. Et j'ai eu de la chance là aussi. D'autres interventions? Oui, juste une remarque. Il y a beaucoup d'émotions dans le film, et ça c'est vraiment très beau. C'est la qualité principale du film, c'est partager les émotions des enfants, et en plus sur l'évolution du temps. Mais c'est vrai que c'est surprenant, mais vous l'avez expliqué, qu'il n'y ait pas du tout les moments d'apprentissage. Alors qu'on se dit à l'école, il y a aussi ça. Mais enfin, vous avez expliqué, vous avez justifié ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est le relationnel, l'émotion, les sentiments, les amitiés. Et non, je voulais juste exprimer la surprise du fait qu'il n'y a jamais le moment où il y a la question de l'apprentissage. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu ça? C'est étonnant, parce que c'est une école quand même. Oui, merci. Non, alors déjà, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait en fait. J'avais vraiment envie Alors tout ça, c'est parti d'une réflexion. Bon, je parle de mon expérience personnelle, d'accord? J'ai 2 garçons qui ont fait la même école, mais qui ont fait 2 expériences complètement différentes. Donc Pietro, donc qui a travaillé avec la maestra Francesca, qui a une méthode d'apprentissage justement qui n'est jamais frontale, donc qui correspond un peu au cercle. Donc les enfants sont tout le temps, se regardent les uns les autres. Et il y a beaucoup d'espace justement pour ce genre d'expérience qui fait que l'apprentissage est beaucoup plus simple, parce qu'elle part du principe que la maîtresse, donc elle fait un cercle tous les vendredis soirs, en la dernière heure de la semaine et la première heure du lundi matin, parce que le vendredi, comme ça, les enfants se déchargent de toute tension avant de commencer le week-end à la maison. Et la même chose, quand ils reviennent à l'école, ils se déchargent des tensions éventuelles. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un souci, qu'il y a un conflit, elle arrête les cours normaux et elle essaye de sciogliere et de dissoudre le conflit. Et ce qu'on voyait, c'était, bon, c'est dommage effectivement de ne pas avoir pu le documenter, mais c'est que les enfants sont libres en fait, sans tension, et en travaillant sur le groupe, les enfants apprennent beaucoup plus vite. Ce qui fait que les enfants qui ne connaissent pas la langue et qui sont défavorisés au départ arrivent presque au même niveau que les autres, à la fin du cycle. Dans la classe de mon autre fils, qui par contre a eu 2 maîtresses plutôt vieille méthode, donc traditionnelle, frontale, la compétence, la performance, les bonnes notes, les mauvaises notes, etc. Il y a une relation à l'école qui n'est pas du tout la même. Une relation à l'école, une relation aux études, une relation entre les copains, les copines de classe qui n'est pas du tout la même et qui n'est pas très constructive en fait.
Donc, ce que je trouvais intéressant, c'était d'observer justement qu'en fait, l'école, c'est pas simplement le lieu où on apprend à écrire et à lire, mais c'est le lieu de la formation tout court. Et c'est vraiment, alors qu'au départ, les enfants parlent, comment on dit, paraphrasando, en fait, ils s'expriment avec les mots d'adultes. Au cours du film, et au cours des années qui passent, on observe comment ils trouvent leurs propres mots pour exprimer et ils vont chercher dans leurs expériences la manière de parler de quoi que ce soit. Je trouve que le cercle de l'émigration, c'est celui qui raconte mieux ce passage, justement. Donc, et puis de toute façon, voilà. Et puis en plus, ça m'avait beaucoup frappé de voir l'attitude qu'ils avaient si j'allais en cours pendant les heures de cours ou si j'y allais. Ça, c'était très, très frappant parce que du coup, ils se sentaient immédiatement vraiment observés différemment, quoi. Et donc, ils mettaient une distance avec moi. Et moi, ce que je voulais, au contraire, c'était de raccourcir cette distance. J'avais pas envie... je suis vraiment partie de ce que je ne voulais pas. Et je ne voulais pas un regard de haut, je ne voulais pas une distance, je voulais vraiment essayer d'intercepter leur regard. Enfin, voilà, donc, après, c'est des choix. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était cet aspect-là. Je vais répercuter la question. Non, mais peut-être que... Savoir si c'était un choix volontaire de ne pas faire intervenir la maîtresse. On la voit très très brièvement. Et parce qu'il y avait un autre film de peut-être un réalisateur que vous connaissez, français, Philibert, qui fait aussi des documentaires. Lui, il avait centré aussi son documentaire, mais on voyait beaucoup plus le travail du maître, on voyait aussi des incidents d'émotion avec les élèves, mais il y avait aussi le maître en contrepoint quelque part. Là, la maîtresse, elle est vraiment en dehors du documentaire. Disons que là aussi, ça a été... Là aussi, on a exclu des choses, c'est-à-dire que la maîtresse, déjà, elle ne voulait pas être filmée. Donc, ça a été c'était radical. Et en plus, j'avais vraiment pas envie d'avoir d'adultes autour de moi. Donc, j'avais vraiment envie de baisser la caméra et les adultes de ne voir que ce que la caméra interceptait. J'ai tourné beaucoup d'images dans mes 300 heures d'images. J'avais tourné beaucoup d'images du quartier aussi. Et j'essayais... donc Rome est très mal en point en ce moment. Et en fait, je me suis toujours demandé de leur hauteur, donc à partir du regard bas, qu'est-ce qu'ils voient les enfants? C'est quoi qu'ils interceptent, quoi? C'est quoi que... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'avais tourné beaucoup d'images en imaginant être une enfant, et avec la caméra très basse et qui, au fur et à mesure des années, se levait. Et justement, parce que c'était vraiment ce qui m'interrogeait le plus. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, après, peut-être que j'aurais pu le comprendre sans faire le film aussi, hein, mais c'est que j'ai compris, j'ai découvert surtout que les enfants ont vraiment des opinions sur toute chose. Et qu'on a tendance comme adulte à imaginer qu'il y a des choses d'enfants, il y a des trucs que les enfants qu'on imagine que ça ne les regarde pas ou que ça ne les intéresse pas, alors qu'ils ont vraiment un regard sur tout et des opinions sur tout aussi. Donc c'était vraiment, il fallait vraiment que je fasse un choix en fait, parce que c'est vrai que Être ou avoir de Philibert, si je m'en souviens bien, parce que je l'avais même revu avant de commencer ce tournage, il concentre, en fait, c'était un autre mécanisme, c'est-à-dire que lui, il avait des classes avec des enfants de tous les âges, et c'était intéressant justement d'observer comment il allait se poser dans l'enseignement en ayant dans une même classe des enfants d'âge différents. Donc, et les effets que ça faisait sur ces enfants. Donc, je crois que le but, c'était beaucoup plus d'observer la méthode de travail alors que là, moi, c'était pas la partie qui m'intéressait le plus. C'était vraiment... Et donc, du coup, la position de la caméra a tout de suite défini le focus, en fait, du film.
Et en plus, la maîtresse n'avait pas envie d'être dedans, mais je pense qu'elle est quelque part, de toute façon, elle est dans le film sans qu'on la voie, puisque c'est quand même son travail qui est... Enfin voilà, c'est les effets de son travail qui sont... Donc je pense que sa présence, elle est très bien dite comme ça, à mon avis. Enfin pour moi en tout cas. D'autres interventions? Si je peux, je continue alors. Parce que bon, j'ai été institutrice pendant 40 ans, donc c'était aussi un peu mon quotidien. Et je dois juste vous dire une chose assez grave, que même si les enfants ils parlent, je faisais aussi les moments du cercle, mais le matin à 8h on les faisait. Et dans la réalité, après quand les enfants ils grandissent et on se revoit, on fait des retrouvailles, on va manger ensemble. J'ai des élèves que maintenant ils ont 45 ans, 48 ans, etc. Ils racontent des choses encore pires de ce que me racontaient les enfants à cette époque-là quand ils étaient petits. Est-ce que vous avez la sensation que dans votre travail c'était pareil? Il y a des choses que les enfants n'ont pas dit et que par exemple dans 15 ans, si vous les revoyez, ils disent toute la vérité sur ce qu'ils pensaient. Bon, ça c'était le cas de mes enfants à moi, de mes élèves à moi. Peut-être ceux-ci ont la chance de ne pas avoir vécu. J'ai eu des épisodes de torture où il y avait des parents qui torturaient les enfants et les liaient à la cave. Et il y avait un enfant qui avait un peu oublié pourquoi il a des signes, des cicatrices sur les poignets. Et il a compris après 20 ans, quand il était en thérapie, qu'il se rappelait que son père l'attachait à la cave. C'est juste une idée, voilà. Donc, c'est assez grave. Mais bon, ça vient aussi de mon expérience. Non, alors, j'ai pas tout monté naturellement. Et disons qu'il y a des histoires qui sont plus. Il y a quelques histoires plus tragiques. Mais le but du film, c'était là aussi, c'était pas d'exposer. Voilà, donc on a vraiment essayé de trouver l'équilibre dans la manière dans ce qui avait un sens d'être dit et ce qui n'avait pas de sens et ce qui était dangereux d'exposer aussi pour les enfants. Et alors moi, c'est difficile de dire, mais on m'a dit beaucoup de choses, on m'a raconté beaucoup de choses et des choses très intimes et que j'ai décidé de ne pas, déjà de ne pas utiliser. Et en plus, je me sentais pas toujours légitimée à entendre parce que je suis pas une psychologue, je ne suis pas une pédagogue, et donc j'étais souvent très gênée qu'on me confie des choses. Et j'avais beaucoup de mal à me dire comment il fallait que je réagisse. En fin de compte, là aussi, je me suis dit de toute façon, moi j'ai pas de réponse, on n'a pas de réponse à tout, et les enfants ne m'en parlaient pas forcément pour avoir des réponses d'ailleurs. Et donc j'ai réagi exactement comme je suis, c'est-à-dire que certaines fois on en a parlé, etc. Et alors, je revois toujours le groupe d'enfants. On n'a jamais arrêté de se voir, bon, pas avec la même fréquence. On continue à faire des cercles avec la maîtresse. Et d'ailleurs, idéalement, comme ça, on aimerait, comme ils viennent juste de commencer le lycée, parce qu'en Italie, il y a 3 années de collège, donc les 3 années de collège, il y a eu le travail de montage, enfin déjà de trouver l'argent, le producteur, etc. Ensuite le montage, ensuite la sortie du film il y a 1 an, et bon, depuis on ne s'arrête plus. Et là, on a décidé de recommencer à se rencontrer avec un petit peu plus de régularité parce que tout le monde a changé d'école, a changé de quartier. Il y a des groupes qui sont restés unis, d'autres qui se sont désunis. Et donc, ils ont très envie de continuer à se rencontrer. On a la chance de pouvoir se rencontrer dans l'école. On nous donne une classe un samedi par mois, plus ou moins. Et parce qu'on se rend compte avec la maîtresse que c'est vraiment un espace très précieux, un espace mental très précieux, et c'est eux qui demandent à ce que cet espace soit préservé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses je pense qu'ils ont besoin d'avoir un espace dans lequel ils puissent se sentir sûrs de pouvoir dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Il y a 2 histoires en particulier. Je sais plus,
C'est-à-dire qu'il y a deux histoires en particulier. J'ai découvert à la fin du montage qu'il y a un des enfants en particulier ne m'avait pas dit toute la vérité. Et il me l'a dit une fois qu'il a vu le film. Mais là aussi, ensemble, avec lui, on a décidé que c'était en fait sa vérité au moment où lui m'a dit les choses d'une certaine manière. Donc on a laissé cette vérité. On en a juste parlé. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Après, je ne sais pas ce qui sortira par la suite. Mais bon, je ne pense pas des choses aussi brutales. Si on compare, enfin, si je me rappelle bien, on m'entend, non? Oui. Si je me rappelle bien, être ou avoir, la différence essentielle, c'est que être ou avoir, on filme en fait un acte pédagogique, un enseignement. C'est-à-dire que les enfants eux-mêmes, entre eux, ne parlent pas comme les enfants que vous avez filmés. Vous avez en fait filmé, à mon avis, c'est peut-être ce que vous avez voulu faire, une société d'enfants. Exactement. Hein, et non pas un enseignement. Et alors moi, ce qui me frappe, c'est la facilité de la prise de parole de ces enfants. Je ne sais pas si en France, il n'y a pas d'enseignant français de primaire qui pourrait le dire, je ne sais pas si en France, nos enfants ont cette capacité, cette facilité à prendre la parole. Et non seulement à l'apprendre, mais à l'apprendre de façon suivie, à parler de façon suivie. Non pas, pas seulement pour répondre quelques mots, ou oui, non. Enfin, je sais pas, je me pose la question de l'oral, enfin de la place de l'oral dans l'enseignement italien et dans l'enseignement français. Il me semble que la place de l'oral est beaucoup plus développée. Si, la place de l'oral dans l'enseignement italien est très développée. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Très développée, déjà dans l'enseignement, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent des vérifiques, les contrôles. Ah oui. Excusez-moi. Non, effectivement, ça c'est ce que j'ai pu observer en ayant une formation française justement, c'est que la place de l'oral a une place énorme dans l'enseignement italien parce qu'il y a très peu de contrôles écrits, mais il y a beaucoup de contrôles oraux. Voilà, d'interrogation. Et ça me surprend. Et donc ça oblige les enfants à travailler à la maison, à l'oral, à se préparer oralement. Mais bon, ceci dit, il y a une chose à remarquer, c'est que le groupe reste le même pendant 5 ans et la maîtresse reste la même pendant 5 ans. Donc ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un gros inconvénient si ça dépend de la maîtresse qu'on trouve justement. Mais c'est une pratique en fait. C'est ça qui est intéressant à mon avis, c'est que la pratique de la prise de parole, voilà, c'est vraiment une pratique qui fait que tout doucement, ça devient une habitude et ça devient un code et le fait de se mettre à l'écoute, donc d'attendre que l'autre ait fini de parler. Au départ, dans les cercles, la maîtresse avait besoin d'organiser un petit peu le cercle. Au tout début, on passait un objet. Donc c'est une pratique c'est très diffuse. Hein. Et au fur et à mesure que les enfants apprenaient, en fin de compte, après, nous, on n'intervenait jamais. C'est rigolo parce que à un moment, moi, je leur demandais, quand ils ont en 3e année, donc en ce qui correspond au CE2 plus ou moins, en 3e, 4e, dans la 3e année, je leur demandais à chaque fois, comme j'étais assise dans le cercle avec eux, avec les caméras à la main, je leur demandais de m'attendre pour parler, parce qu'ils étaient devenus un peu plus grands, donc ils avaient un peu compris le mécanisme, et ils avaient compris que si je me retournais pas, je ne les entendais pas, parce que j'avais un micro sur la caméra, donc je leur demandais de m'attendre. Et eux me disaient, mais non, comment on fait? On ne peut pas t'attendre, parce qu'on est dans un débat quand même. Et donc, c'est rigolo, parce qu'en 4e année, à la fin de la 4e année, après longtemps, donc j'essayais de donner un peu, d'organiser un petit peu. Un jour, je suis rentrée dans la classe et ils ont mis le siège de la maîtresse, qui était sur des roulettes, ils l'ont mis au centre du cercle, alors que le mécanisme du cercle veut que
on soit tous dans la même position, donc qu'il n'y ait personne qui soit dans une position de privilège par rapport aux autres. Et donc moi-même, j'étais pas dans une position de privilège. Et en fait, pour abattre l'instrument cinéma, le mécanisme cinéma, ils avaient mis le siège de la maîtresse au milieu du cercle, et ils m'ont dit, comme ça, tu peux te tourner sur les roues comme tu veux et tu nous embêtes plus. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une prise de... même par rapport à la comment dire, à la mise en scène, voilà, vraiment à la mise en scène, que c'était intéressant de remarquer comment on avait travaillé pour faire en sorte qu'il y ait le moins de mise en scène possible, justement, et que pour abattre la mise en scène, en fait, on me met dans une position de privilège, donc pour pouvoir être tranquille, et donc, pour revenir à ce que vous disiez, pour gérer, après, ils apprennent à gérer en autonomie la prise de parole, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une pratique, en fait. C'est vraiment une question de pratique. Alors, dans la mesure où cette maîtresse agit avec les enfants pendant 5 ans, et donc ce n'est pas la première classe qu'elle avait déjà eu vos enfants, entre autres, est-ce que vous savez si la présence de la caméra régulièrement dans la classe modifiée par rapport à son expérience des classes précédentes et peut-être des suivantes, avait modifié la façon d'être des enfants? En gros, est-ce que la caméra avait joué un rôle dans leur façon d'être dans la vie de la classe? Alors, on en a souvent parlé, surtout après avoir fait le film. En fait, c'est certain que la caméra est modifiée, enfin la caméra et ma présence. Ils m'ont dessiné, à un moment, ils m'ont fait des portraits, les enfants, ils m'ont dessiné, ils ont fait mon portrait avec la caméra qui était comme une extension de ma main, de mon bras. Donc, tous. Et donc, disons que il y avait deux aspects. Donc, ce que Francesca a dit, c'est que quand j'étais là, parce que je ne suivais pas tous les cercles, quand même, j'y étais pas tout le temps. Quand j'étais là, en fait, ce qui, comme elle me disait, tu gères, et elle n'intervenait pas, elle se rendait compte que ça lui permettait d'écouter beaucoup plus et ce qui se disait dans le cercle, mais surtout de regarder et d'observer ceux qui n'intervenaient pas. Et donc de cogliere, de saisir des nuances et des caractères et surtout dans les enfants qui ne prenaient pas la parole, parce que pas tout le monde n'a pris la parole. Même par rapport à moi, d'ailleurs, par rapport au film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des enfants il y a Giulio, notamment, un des petits garçons que vous entendez presque pas dans le film, d'ailleurs, qui n'avait pas envie de venir parler avec moi. Donc, il est jamais venu. Parce que moi, j'assistais au cercle. Et puis, quand j'avais le temps, j'allais pendant la récréation dans la cour de récré, ou alors quand elle faisait la récréation en classe, dans le couloir, et j'attendais. Des fois, il se passait rien. Des fois, il y en a qui venaient parler avec moi ou qui venaient me lire un thème, une dissertation, une rédaction. Et donc, du coup, on en parlait. Donc, c'était vraiment très, très libre. Après, donc, d'une part, elle me dit que ça lui a donné, en fait, ça lui a permis à elle-même un autre regard plus précis sur... donc, ça a permis quelque chose de plus. Pour les enfants, là aussi, bon, disons que au tout début, il y avait une grosse curiosité par rapport à la caméra, il y avait une grande attente, où est-ce qu'on va nous voir, tu vas nous mettre sur YouTube, on va aller à la télé, etc. Et donc, il y a eu vraiment un travail de comment on dit en français, dissacrare, dédramatiser, parce que la caméra au cinéma, c'est quand même la caméra, c'est la protagoniste, quelque part, ce que la caméra décide de cadrer. Alors que là, donc, justement pour ôter à la caméra tout ce pouvoir qu'elle a, parce qu'automatiquement, quand on allume une caméra sur quelqu'un, il se passe tout de suite quelque chose. Il a fallu la dédramatiser. Donc moi, j'ai compris là aussi, mais
je l'ai compris, pas parce que je suis plus intelligente, mais juste parce que j'ai intercepté des signaux que les enfants m'envoyaient. J'ai compris qu'il fallait vraiment que moi-même, je la dédramatise, je lui retire toute cette image sacrée, quoi, là, Auréa. Non, et du coup, tout doucement, c'est vraiment devenu un objet d'usage quotidien presque. Donc, mais en revanche, donc si la caméra aujourd'hui, quand on parle de filmer, de recommencer à filmer nos cercles, on se pose la question de la caméra et de comment on va paraître devant la caméra. Parce que maintenant, ils sont plus grands et ils m'ont dit quand ils ont vu le film la première fois et qu'il s'agissait de le présenter au festival de cinéma, c'est eux-mêmes qui l'ont présenté à Rome. Donc on a fait un cercle, enfin on a beaucoup parlé de cet effet que ça nous faisait d'être sur un écran, etc. Et du fait qu'on allait se présenter au public. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les enfants ont dit, c'était 2 ans après donc la fin du CM2, les enfants ont dit c'est bizarre parce que quand on était petit, en fait, on pouvait tout dire, on pouvait tout faire, rien ne laissait de traces et les mots n'avaient pas tout le poids qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les téléphones, on peut plus rien dire, tout ce que tu fais laisse une trace et on n'est plus aussi libre. Donc ils se regardaient comme, ils reconnaissaient l'insouciance de ce moment, et donc voilà tout ce que ça, une légèreté qu'ils n'avaient déjà plus. Donc, mais bon, ce qui est sûr, c'est que effectivement, il y avait ce que je disais tout à l'heure, il y avait un espace, une relation, vraiment une relation dans laquelle eux sentaient que tout pouvait être dit. Donc ça, je pense que ils le reconnaissent aujourd'hui, on le reconnaît, c'est quelque chose ça a donné quelque chose de plus, à leur avis, en tout cas. Et aux parents, surtout, aussi. C'est juste une question. Est-ce une classe particulière? Est-ce qu'il y a une maîtresse particulière, en tout cas? Est-ce une classe particulière dans cette école? Parce que, je ne sais pas, il m'a semblé que c'était une école du centre de Rome. On voit Saint-Jean-de-Latran, si je ne me trompe pas, non? C'est pas loin de Saint-Jean. C'est pas très loin. Non, c'est pas loin. Oui, donc c'est quand même un milieu généralement, disons, petit bourgeois ou bourgeois. Et là, quand même, il y a une forte proportion d'enfants issus de l'immigration. Alors, je posais cette question, est-ce qu'on a regroupé les enfants de ce type dans cette classe? Non. Donc, c'est une classe... Non, Oui, voilà. Alors, non, ce n'est pas une classe particulière. Toutes les classes sont comme ça. C'est une maîtresse, disons qu'il y a cette maîtresse et un groupe de maîtresses font un travail très intéressant, font le cercle. Donc, mais bon, disons que c'est une école, c'est ce que j'ai expliqué en début de projection. En fait, c'est vrai que c'est dans un quartier assez central, mais c'est dans un quartier tout près de la gare. Et c'est dans un quartier où il y a énormément de communautés étrangères. Et c'est aussi un quartier où beaucoup de parents étrangers travaillent. Et il y a le métro, donc c'est très... Et en plus, c'est une école, au départ, il y a 20 ans, c'était la Chinatown de Rome. Donc, il y a 20 ans, il n'y avait que des familles chinoises, presque que des familles chinoises et très peu d'Italiens. Et donc, c'est ce travail, justement, de ce directeur de l'école qui, a 20 ans, a suggéré aux parents italiens et étrangers et aux maîtresses de créer une association de parents qui s'occupe et qui gère l'espace de l'école au moment de la fermeture, donc à partir de 4h30 jusqu'à 9h du soir, on va dire, avec des activités qui soient abordables à tout le monde. Donc, il y a eu un vrai travail sur le territoire pour faire en sorte que cette école devienne un point de repère et aussi je dis pas une garderie, mais il y avait ce qu'on appelle le dopo scuola, donc des volontaires qui aidaient les enfants issus de l'immigration à apprendre l'italien. Il y a des cours d'italien pour les mamans, il y a des cours d'arabe maintenant tenus par les mamans marocaines et tunisiennes, etc. Il y a 2 gros bâtiments occupés qui font partie de l'histoire de Rome. Aujourd'hui, il y a en particulier un bâtiment
occupée par 400 familles italiennes et où il y a une très grosse communauté de familles nigériennes qui sont arrivées il y a 7-6 ans. Il y a une grosse communauté sri-lankaise. Donc, en fait, cette école, c'était moi-même qui suis, disons, aux yeux des Italiens françaises. Quand j'ai été inscrire mes enfants dans une autre école de quartier qui était juste plus près de chez moi, on m'a dit, mais non, mais pour les familles étrangères, il vaut mieux aller dans cette école-là, parce qu'ils savent comment gérer. Donc, si vous voulez, au fil des années, cette école a fait vraiment une expérience quotidienne. Donc, il y a ce qu'on appelle, en français aussi, des médiateurs culturels, des médiateurs culturels. Et cette association de parents, aujourd'hui, représente vraiment un point de repère important et pour les familles, parce que voilà, il y a beaucoup de volontariat, c'est une association qui se soutient à elle-même à travers des initiatives culturelles et non. Donc il y a je sais pas, il y a des dimanches où il y a les mamans africaines qui vont aider les indiennes. Enfin, il y a des journées de l'interculture, ce qu'on appelle les giornate dell'intercultura, avec. Enfin, il y a beaucoup maintenant d'initiatives. Ça fait 25 ans qu'elle existe cette association. Donc il y a beaucoup d'écoles surtout des écoles dans des quartiers un peu plus éloignés du centre, qui ont qui se sont inspirés de cette expérience et qui font maintenant partie du même réseau, si vous voulez. Et c'est vraiment un réseau des écoles ouvertes, ce qu'on appelle les scuole aperte. C'est-à-dire, le principe, c'est que l'école devienne un point de repère même quand il n'y a pas cours. Donc, ça devient vraiment un point de repère important et surtout, ça devient un vrai soutien solidaire aux familles. Et ça, c'est, je crois, le mécanisme le plus marquant. Et donc, beaucoup de familles qui n'ont pas de famille à Rome et d'aide à Rome s'inscrivent dans cette école, même si elles habitent loin. Il y a un gamin qui dit, mais une heure et demie. Voilà, exactement. Joël, il habite... voilà. Oui. Pour revenir sur la question que je posais tout à l'heure et les remarques de monsieur à l'instant sur l'enseignement frontal et puis sur la prise de parole, etc. Je trouve qu'il y a aussi, finalement, le fait qu'il n'y ait pas les scènes d'apprentissage, qu'on ne voit pas la maîtresse, effectivement, ça fait que le film, il est aussi en creux une critique de la classe traditionnelle, frontale, qui est quand même généralisée dans à peu près tous les pays du monde, où il y a un bonhomme ou une bonne femme qui est devant des gosses et qui parle toute la journée à des gosses qui sont muets. Et donc, il y a aussi en creux dans ce film toutes les autres classes de l'univers, où finalement, la prise de parole, elle est différente. Donc, c'est aussi en creux une critique du système scolaire ordinaire, enfin, il me semble. Il y a ça, en tout cas, dans le film. Alors pour moi, c'est très je ne pouvais pas le dire aussi ouvertement, mais c'est exactement ça. Donc je vous remercie de l'avoir fait remarquer. C'est exactement ça. Je préfère travailler en soustrazione. En soustraction, oui, voilà, en plutôt retrait. Enfin, pour moi, c'est vraiment une évidence. Voilà, il y a un hors-champ. Voilà. Et donc, mais c'est vraiment, disons, que ce système, donc cette espèce de communauté qui s'est créée, c'est ce que je dis souvent, c'est pas de l'utopie, c'est vraiment un travail quotidien, c'est pas simple, c'est jamais simple, et c'est intéressant au contraire d'observer les dynamiques entre les adultes qui sont beaucoup plus compliquées que les dynamiques entre les enfants. Donc dans l'idée enfin moi je me disais, dans cette cour de récréation, c'est vraiment la micro-société qui permet de raconter la macro-société. J'avais vraiment ce sentiment très fort. Mais si j'avais observé les adultes, je suis sûre que ça aurait été... Vous savez ce qui se passe maintenant dans cette école, et ce que je regrette, c'est que... donc moi, j'ai quitté l'école en tant que parent il y a 7 ans, et en tant que cinéaste, documentariste, il y a 3 ans. Et ce qui s'est passé au fil des années, c'est que alors qu'avant, les familles italiennes qui fréquentaient cette école, c'était des familles, on va dire, pour simplifier, pour se comprendre, de la classe moyenne. C'est un quartier qui a été,
on dit en gentrificato, on dit en italien, gentrificato, voilà, qui s'est gentrifié. Je ne savais pas si en français on dit la même chose. Donc, il y a 20 ans, c'était un quartier un peu, il y avait le marché sur la place, maintenant le marché a été déplacé, c'est tout près de la gare, c'est tout près du Colisée aussi, mais c'est vraiment tout près de la gare. C'est un quartier, aujourd'hui, si vous googlez sur le net, c'est un des quartiers les plus dangereux de la ville quand même. C'est un quartier donc à très haute densité, etc. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 20 ans, les appartements ne coûtaient pas cher, donc il y a beaucoup de gens, surtout de nos métiers, qui se sont installés dans ce quartier. Et ce qui s'est passé au fil des années, c'est que maintenant, c'est des minorités qui se parlent dans cette école. Donc il y a les immigrés qui savent, les immigrés ou les familles avec des enfants qui ont un vécu compliqué, qui savent que dans cette école, ils sont accueillis. Voilà, ils trouvent un regard, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent d'expériences de maltraitance. Par contre, toute la classe moyenne est partie. Donc, ce qui reste, c'est il y a beaucoup de cinéastes, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en italien les radicales chics de gauche, et les immigrés. Et en fait, la classe moyenne a complètement disparu parce que c'est comme si... Classe moyenne inférieure, voilà. Oui, merci. Mais donc, ceux qui sont nés et qui ont grandi dans ce quartier sont partis de cette école. Parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient plus leur place, parce qu'ils me disaient, enfin, j'en parlais souvent avec et qu'en fait, ils avaient la sensation que personne ne leur parlait. C'est comme si, donc, il y avait la classe, disons, les radicales chics, on va là aussi pour simplifier, qui ont besoin enfin, voilà, c'est une question d'échange, on va dire, de besoin, de nécessité. Donc ça, c'est ce qui est dommage. J'étais quand même contente d'avoir vu une petite scène de bagarre. Une petite bagarre parce que je me suis dit que les enfants sont normaux quand même. Hein, parce que sinon, tout aurait été trop idéal. Mais là, je me dis, il y a quand même des petites tensions. Voilà. Non, mais il y a eu des grosses tensions. Oui. Il y a l'histoire... Voilà, disons qu'il y a l'histoire de Leonardo, ça se perçoit un petit peu, l'enfant qui arrive et qui tombe amoureux d'une petite fille. Et, bon, il y a eu des tensions. Il y a Miltoun aussi qui parle du fait qu'il a dû apprendre à ne plus se relationner avec violence, mais avec la prise de parole. Non, ça n'a pas été, c'est bien ce que je dis, c'est pas utopique, mais c'est... Ça transparaît quand même. Oui. Bien, on va peut-être suspendre, il est tard. On remercie Sophie Carrel pour être venue jusqu'à nous. Hein. Et puis ceux qui s'intéressent aux pédagogies alternatives, eh bien, nous allons avoir une fin de festival marquée par la présence de Montessori, de Maria Montessori parmi nous, avec le film La Nouvelle Femme qui sera projeté vendredi et samedi. Voilà, donc à vous revoir. Il y a encore demain soir un débat qui va avoir lieu ici sur le film Les ragazze non piangono. Nous-mêmes allons au CNA et puis après il faudra attendre la fin de la semaine. Vendredi et samedi, le débat avec Léa Todorov et Yasmine Trinka sur le film La Nouvelle Femme. Et pardon, oui, demain matin, René Marx, qui est donc le rédacteur en chef adjoint de la revue L'Avant-Scène, est venu ici pour présenter le numéro de cette revue consacré au film Leopardi, enfin en italien Il giovane favoloso, de Mario Martone, motif pour lequel nous l'avons inséré dans le programme de cette année. Donc, demain matin à 10h, dans cette salle, nous présenterons, René présentera la revue, le film, et puis nous aurons l'occasion de débattre après, éventuellement, en tout cas de nous présenter la revue qui mérite d'être davantage connue, qu'elle n'est surtout dans des lieux un peu éloignés de certaines zones, disons, plus privilégiées du point de vue culturel. Merci René, en tout cas, d'être venu jusqu'à nous. Merci Sophie, et puis un prochain film. Hein. Troisième fois que tu viens, va falloir passer tous les ans, tous les 2 ans. Hein. Bonne soirée. Merci.